Bon, pour être franc, quand Roland Elie m'a dit que le thème de cette journée c'était Nation et civilisation, je me suis dit que ce thème était tellement important, tellement majeur, que je ne pouvais pas le traiter avec un discours rapide. Alors, je me suis mis à réfléchir, à plancher, j'ai fait ma copie, et je vais vous proposer mes pistes de réflexion sur ces thèmes. Alors, la nation et la civilisation, ces deux termes seraient indissociables. Il est vrai que nation et civilisation ont de nombreux points communs. D'abord une géographie, une communauté et un temps donné. Mais avant tout, c'est quoi une civilisation? C'est à la fois la durée et l'histoire. C'est à la fois la permanence d'une identité et un sens, une évolution, donc des changements. En effet, la répétition cyclique d'un même état n'est pas une civilisation. Pour vous expliquer avec un exemple, la photocopie de la même journée, à l'identique, ça ne vous fera jamais une vie. C'est pareil. Un autre exemple, les générations de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique ne font pas une civilisation. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'ont que le présent. Sans conscience du passé, ils ne peuvent pas se projeter dans le futur. Et il y a aussi une autre chose. Une civilisation, comme une nation, comme un homme, ça naît, ça vit et ça meurt. Bon, tout d'abord, ce qui caractérise notre civilisation occidentale, c'est à la fois son histoire, donc, comme je disais il y a 2 secondes, l'histoire de ses évolutions, et sa permanence, son identité. Alors, cette identité, elle est quoi? Elle est simple, elle est indo-européenne, de culture pagano-chrétienne et gréco-latine. Elle est sur un territoire donné, l'Europe de l'Ouest, et avec des peuples déterminés. Et ce qu'on appelle l'Occident, en fin de compte, n'est que l'excroissance de cette Europe, les USA et l'Australie en l'occurrence. Mais cette civilisation a muté dans notre histoire récente. Cette mutation radicale est vraiment une mutation radicale, puisqu'elle a influencé la perception même du temps au sein de cette civilisation. Bon, pour expliquer, pour être clair, cette rupture historique, c'est ni la Révolution française, ni les Lumières, c'est la révolution industrielle. Je m'explique. La révolution industrielle est technique, est la caractéristique de notre civilisation occidentale actuelle. C'est ça qui la caractérise vraiment. En moins de 200 ans, elle a changé profondément nos modes de vie. Par exemple, depuis le néolithique jusqu'au XVIIIe siècle, les hommes n'avaient pas un mode de vie vraiment différent. Ils allaient un petit peu plus vite à cheval, quand ils avaient un cheval, c'est tout. Mais le principal changement, ça a commencé, la rupture s'est faite en 1820 et a continué jusque dans les années 1970. C'est un exode rural massif qui transforme notre civilisation en créant une nouvelle classe sociale qui est urbaine. C'est la classe ouvrière. C'est une classe qui est détachée de son tissu social traditionnel et qui s'agglutine dans des cités ouvrières. C'est la création, pour la première fois, d'une catégorie sociale déracinée. On pourrait dire maintenant hors sol. C'est vrai, un pan entier de la société cesse d'avoir son quotidien rythmé par les jours et par les saisons. C'est la première fois. Donc, c'est bien une grande révolution qui est bien aussi importante que la révolution agricole du néolithique. Bon, maintenant on va essayer de parler un peu plus de la nature même de cette civilisation et de ce qui la caractérise. D'abord, je l'ai dit, c'est le progrès technique. C'est le déclencheur et la colonne vertébrale de cette civilisation. Nous sommes une civilisation du progrès technique et donc de la croissance capitaliste.
Puis il y a deux autres caractéristiques, d'après moi. C'est une volonté de domination mondiale et l'exploitation intensive des ressources naturelles. L'industrie a donc besoin de l'inventivité technique et de ressources naturelles à fort rendement énergétique. Notre civilisation vit grâce à quoi? Au charbon et au pétrole. C'est cette inventivité qui lui assure augmentation de la productivité et donc des retours sur investissement. C'est ainsi qu'une partie de la bourgeoisie ancienne a évolué de la terre vers les usines. Bon, il y a une autre caractéristique fondamentale qui est même quasiment métaphysique. Le temps lui-même s'est accéléré. Les distances, et donc le temps, ne sont pas les mêmes quand on est à pied, à cheval, en voiture ou en avion. C'est une évidence. Ce dont je viens de vous parler, là, c'est l'Occident. Et c'est le présent. Maintenant, on va le comparer avec la civilisation européenne qui l'a précédée. D'après moi, c'est de cette opposition que naît le véritable choc de civilisation. La civilisation européenne, que l'on peut qualifier de prémoderne, est elle-même héritière des anciennes civilisations gréco-latines. Et je pense, par opposition à notre civilisation moderne, celle que nous subissons, le moteur de ces civilisations anciennes, c'est d'après moi, la force communautaire. Je vais vous prendre un exemple pour expliquer pour moi ce qu'est cette force communautaire et cette civilisation prémoderne, ancienne, traditionnelle, européenne et pas occidentale. Je vais prendre l'exemple de la cathédrale. Eh bien, le tailleur de pierre, l'architecte, ne verra jamais la fin de son chantier. Il ne verra jamais la cathédrale. Eh bien, il s'en fout. Il s'en fout parce que il a su marier deux intérêts. L'intérêt particulier, personnel, et l'intérêt de la communauté. L'intérêt personnel, il est simple, pendant qu'il travaille jusqu'à sa mort, il a à manger, c'est pas si mal. C'est normal. Il y en a un autre intérêt que partagent ces gens plus traditionnels. Eh bien, c'est qu'en travaillant pour une cathédrale, il œuvre pour Dieu. Il œuvre donc pour son salut. C'est important pour lui. Mais c'est déjà une œuvre pour aussi la communauté. Quand vous voyez la cathédrale de Chartres, de Soissons, de Beauvais, c'est à la gloire de la ville de Beauvais, de Soissons ou de Chartres. Et ce qui est encore plus important, c'est que quand il construit cette cathédrale, il construit, dans tous les sens du terme, une œuvre qu'il dépasse. Il n'en verra pas la fin. Et c'est ça qui le motive. Parce que ça lui permet, comme ça, de toucher quelque chose que tout le monde, depuis l'aube des temps, cherche, l'immortalité. En fin de compte, ce grand but, c'est de survivre à sa propre fin par la communauté. Cette communauté, qui n'est pas encore nationale, est celle d'une ville, à l'époque, pour les cathédrales. Elle est solidifiée par la religion catholique, mais dans le sens étymologique du terme relié. Celui qui relie, ce qui tient ensemble. Voilà pour moi comment l'individu, en s'associant totalement à la communauté, touche, en participant à une œuvre durable, qu'il dépasse, au rêve de tout homme, je vous l'ai dit, l'immortalité. Voilà ce que sont l'ancienne civilisation et l'homme ancien. D'ailleurs, pour insister, pour expliquer encore un peu mieux, je vais vous donner un autre exemple. C'est Rome. Rome est un ancêtre encore plus ancien de notre civilisation européenne. Et c'est quoi? Les Romains, c'est quoi? C'est une bande de pillards, sans vergogne, qui sont prêts à marcher sur tous les cadavres des pays conquis, pour leur intérêt personnel. Oui, mais c'est pas que ça.
Ils œuvrent aussi pour la grandeur de Rome. Et c'est ça, la véritable finalité de leur existence. Mais quand je dis ça, je ne fais pas d'angélisme. Les Romains, c'était des pragmatiques. Les patriciens et la plèbe comprennent que c'est Rome qui garantit leur pérennité et que leur enrichissement, souvent éhonté, n'est que le miroir de la grandeur de Rome. C'est-à-dire que l'homme ancien a compris que sa survie, dans tous les sens du terme, dépend de la communauté. Il peut en profiter, mais en fin de compte, il sait qu'il lui doit tout. Donc, la civilisation, c'est aussi cet équilibre des intérêts. C'est aussi peut-être comme ça qu'on peut interpréter un autre cas, je vais vous donner. Quelques siècles plus tard, dans le grand siècle, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu une crise, il y a eu des scandales, et puis il y a eu des différences de traitement. Alors je vais vous citer Mazarin et Fouquet. Mazarin et Fouquet sont des ministres de Louis XIV. Le premier se retire avec tous les honneurs et une fortune colossale qu'il a piquée dans les caisses de l'État. De l'autre, le second, le surintendant Fouquet, il ne sortira pas libre d'une fête un peu trop grandiose qu'il a osé commettre à Vaux-le-Vicomte, son château. Il finira de cachot en cachot. Alors pourquoi une retraite dorée pour l'un et un cachot plombé pour l'autre? Voilà ma réflexion. Le premier, en sauvant la France, souvenez-vous la Fronde, avait contribué à sa grandeur, alors que le second ne s'était qu'enrichi personnellement. Louis XIV, en homme ancien, comprenait les choses. Voilà. C'est à mon avis une des bonnes explications. Mais autre temps, autre mœurs. Notre société post-révolution industrielle, la nôtre actuelle, a oublié tous ces principes fondamentaux de la civilisation européenne. C'est là que je choisis de concevoir le véritable choc de civilisation. C'est celui qui conditionne tous les autres. Je vais vous le donner avec un autre exemple. Certains s'en souviendront, le scandale d'Elf. Le président d'Elf, M. Loïc Le Floch-Prigent, avait été mis en examen pour corruption et incarcéré. Et bon, là je résume, je vais au sabre, bien sûr. Et pour sa défense, en substance, il avait déclaré, écoutez, je ne comprends pas. J'ai tellement œuvré pour la grandeur de ma société Elf et pour mon pays, parce que Elf c'était la France, que je ne comprends pas pourquoi on m'emmerde pour 2 piscines, 3 bacs chiches et puis un bar à pute. Bon, j'exagère, je caricature, il a dit en meilleur terme que ça, mais bon, grosso merdo, c'était ça. Fondamentalement, le Floch-Prigent, il n'avait pas tort. On peut quand même réfléchir à d'autres cas de patrons, parce que son cas est beaucoup moins scandaleux que celui des dirigeants qui négocient des parachutes dorés et qui sortent millionnaires après avoir organisé une faillite sociale dans l'entreprise qu'ils devaient gérer. C'est pas la même chose. Et on peut l'opposer, ce patron à l'ancienne, à un homme d'affaires beaucoup plus moderne, Bernard Tapie. Justement, un autre exemple que j'avais en tête, il y a des années maintenant, un responsable local du Parti socialiste dans le Sud, parce qu'il y avait encore un Parti socialiste dans le Sud, avait fait un scandale, il avait claqué la porte en déclarant qu'il avait discuté avec Bernard Tapie qui devait se présenter dans cette région-là, dans la PACA, et qu'il ne retrouvait rien de socialiste dans le programme électoral de ce brave Bernard Tapie. Et qu'est-ce qu'avait répondu notre nanar national? Mais mon bonhomme, t'as rien compris. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir. Le reste, on s'en fout.
Eh bien, c'est là que se situe le choc de civilisation. Il faut savoir que Bernard Tapie a reçu 40 millions. S'il vous plaît, monsieur, il faut sortir. Monsieur, s'il vous plaît, je demande de ne pas intervenir pendant la réunion, s'il vous plaît. Hein, d'accord? On fera une conférence sur Bernard Tapie une fois. Non, mais peut-être, mais on fera une conférence là-dessus à laquelle. Oui, il en faut. Non, mais non. Bien. Bon, alors il y a les valeurs héritées du monde ancien. Ces valeurs ont fait la fortune de nos nations. Ce sont ces valeurs qui sont les fondations de la réussite actuelle. Honnêteté, équilibre entre profit individuel et intérêt communautaire, et sens de la mesure. Mais peu à peu, le système capitaliste, issu de la révolution industrielle, a produit des déséquilibres. Le besoin d'accumulation des richesses remplace toutes les valeurs qui modéraient l'ancienne manière de commercer. L'individualisme est la logique du capitalisme. Cette logique, poussée à son terme, à son extrême, débouche sur ce que Marx appelait les contradictions internes du capitalisme. En fait, la civilisation de la révolution industrielle, la civilisation occidentale, la nôtre, porte en elle les germes de sa propre fin. La civilisation industrielle, je l'expliquais plus haut, est synonyme de civilisation urbaine et par là de l'anonymat. La disparition du village communautaire au bénéfice d'aires urbaines disproportionnées, gigantesques, et de lotissements dortoirs a poussé la civilisation vers l'anonymat. Sans cette pression communautaire structurée, sans son étroit tissu social, le comportement et la morale humaine changent. L'individualisme prospère sur les ruines de l'ancienne communauté populaire qui n'est plus représentée que par plus personne et même plus par l'élite. Alors que, eh bien, dans la civilisation européenne prémoderne, l'élite, comme le peuple, se souciait d'avoir une morale. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Versailles, c'est qu'un village, la cour de Versailles. C'est une communauté, comme le tout Paris dans le XIXe siècle. C'est la même chose. Alors au sein de cette communauté, on ne pouvait pas tout se permettre. Pas plus que le meunier ou le forgeron. Hein. La réputation, ça comptait pour le peuple, comme pour les élites. Autre temps, autre mœurs, je disais, aujourd'hui, ça compte plus tellement pour un DSK. Il se permet, après ce scandale monstrueux, planétaire, de pérorer au Sénat. Cahuzac, dont on n'entend plus parler pour les suites judiciaires, évidemment, il fait des bons mots à la télé. Sans vergogne. Et même Sarkozy, avec toutes les casseroles et les lourds soupçons de corruption, etc., il est d'accord pour se présenter encore. Il faut quand même se rappeler qu'il y a un siècle à peine, on se suicidait pour moins que ça, et on se suicidait, on se donnait la mort de honte. Autre temps, autre mœurs. Bon, dans une civilisation individualiste, urbaine, la nôtre, la honte n'existe plus parce que la communauté n'existe plus. La réputation durable laisse place au storytelling ou au marketing de la séduction. Je m'explique, encore avec un ou deux petits exemples. Vous regardez à la télé régulièrement, il y a des émissions People, et il y a un bonhomme qui passe. Je ne veux même pas me souvenir de son nom, tellement il pue. Il est dégoulinant. Il a même un brushing. Et il pérore de plateau en plateau en racontant que quand il était jeune, il allait de palace en palace, et il se prostituait avec des hommes et des femmes, et tout le monde sur le plateau le regarde avec admiration. Mais c'est lui qu'on invite. C'est pas la femme de ménage. C'est pas cette femme qui
perd sa vie, s'use le corps à travailler pour l'honneur, qui n'a pas choisi la prostitution, mais de travailler. C'est elle qu'on doit faire venir à la télé. Mais c'est lui qui perd or. Et d'ailleurs, je vais vous dire, franchement, moi, si demain je me dis, tiens, si j'allais faire le tapin, à 150 € la page, j'en fais 10 par jour parce que je suis en pleine forme, et ben dans 3 ans, j'aurai peut-être du mal à m'asseoir, donc tout le monde m'appellera monsieur. Hein. C'est un fait. De fait, le désir d'immortalité disparaît avec l'importance de la réputation. Si ce qu'on pense de vous, de votre vivant, ne compte pas, alors imaginez-vous ce que peut compter ce qu'on pense de vous après votre mort. Exactement. Vous croyez franchement que François Hollande, en ce moment, il a les moyens de penser à la manière dont on va se rappeler de lui après sa mort? Aujourd'hui, de son vivant, c'est déjà une poubelle de l'histoire. Mais il s'en fout. D'ailleurs, il devient ridicule dans notre société de consacrer le moindre effort à la constitution d'un patrimoine symbolique post-mortem. Pourtant, c'est un moteur puissant pour tous ceux qui ont construit, bâti notre civilisation. Racine, Napoléon, Balzac et 1000 autres. Pourtant, je ne crois pas que l'individualisme outrancier soit la seule raison du déclin et du choc de civilisation que nous subissons. Nous vivons, d'après moi, une période d'anti-civilisation. D'abord, ce choc entre civilisation ancienne et nouvelle, c'est un choc entre mentalité hyper-individualiste et des valeurs holistes, c'est-à-dire communautaires, qui sont encore partagées par les couches populaires et qui sont restées intactes malgré l'urbanisation. Et la mentalité d'un Sarkozy, d'un Tapie, produit en fait une pratique anti-civilisationnelle. L'homme qui désire que l'augmentation de son confort personnel et de sa petite famille ou de sa petite tribu, eh ben, il n'est pas radicalement différent de l'homme préhistorique ou pré-civilisationnel. L'homme civilisé, par contre, lui, est justement celui qui est capable d'inscrire son action, sa pensée, dans un sens historique, donné par une nation, une religion ou une communauté. Cette anti-civilisation amorce un autre rapport au temps. La révolution industrielle, la technologie et le progrès changent la relation de l'homme au temps, et c'est extrêmement important. Nous produisons dans le même temps 100 à 1000 fois plus qu'avant. Cela raccourcit en même de fait le temps. Le progrès réduit les distances comme les échéances. Avant, nous agissions en années ou en saisons. Aujourd'hui, certaines actions créent des milliards en quelques secondes. Cette ivresse de la vitesse a aussi changé l'homme. Le seul ressort de cet homo occidentalis, le profit immédiat, le retour sur investissement le plus rapide possible, et enfin, la jouissance tant qu'il en est encore temps. Et l'anti-civilisation, c'est ça. Dès que le couple progrès-croissance devient l'unique moteur de la civilisation, eh bien la civilisation n'est plus. On l'a transformée en moyen en fin. Je me souviens dans les années 90, encore à la télé, je la regarde beaucoup, trop, eh bien, on voyait certains commentateurs, certains experts en expertise de la spécialité qui disaient nous annoncer la fin de l'histoire. Tous, on espérait, quand on entendait ça, la fin des guerres, des conflits. Non, non, c'était la fin de la civilisation. Le choc des mondes se produit dans le temps aussi. Il faut comprendre qu'il faut 1000 ans pour élaborer une civilisation. Il faut 100 ans pour bâtir un pays. Il faut des lustres pour une vie. Mais il faut un semestre pour un bilan, pour une société qui pourrait être concurrentielle. On peut marier
la vie d'un homme avec celle d'un pays, et la vie d'un pays dans le cadre d'une civilisation. Mais on ne peut pas marier un semestre et 1000 ans, un semestre et un pays. 6 mois, allez, on en fait 2, ça fait 1 an. On est loin du compte. Voilà. Bon, en vérité, concrètement, quel est l'intérêt, par exemple, d'investir dans des canaux? Absolument aucun. Des décennies de boulot, un retour sur investissement dans 100 ans, mais personne ne va investir là-dedans. Pourtant, à l'échelle d'un pays, du travail pour des décennies, une plus grande ouverture sur le monde, de grands défis technologiques et des voies nouvelles de circulation qui ne polluent pas, ben, voilà un grand projet pour un pays. Plus personne n'en parle, mais en voilà un. Dans un autre contexte, pour revenir à mon premier exemple, quel promoteur serait assez dingue pour financer une cathédrale? Elle 100 ans de boulot, et on ne verra jamais le bout. Jamais il touchera sa thune. Mais pour un pays, 700 ans après, eh bien, Notre-Dame rapporte des millions d'euros de devises, de visites de touristes, et participe grandement, eh bien, au rayonnement de la France. Choc des temps. D'ailleurs, le monde actuel, il se construit comment? Ben, en tôle ondulée et en parpaing. Ben, regardez autour de vous, hein, c'est quoi? 4 parpaings, de la tôle. Pareil pour les supermarchés, pareil pour vos immeubles. Il faut savoir qu'un parpaing, c'est une existence de vie 80 à 100 ans. Après, ça tombe en ruine. Donc ceux qui achètent une maison pour leurs enfants, l'obsolescence des objets est programmée. Oui, l'obsolescence, toujours. Donc il faut construire vite, démolir rapidement et reconstruire aussitôt pour que ça soit rentable. En même pas 200 ans, le sens même du mot « construire » a changé. Mais cette anti-civilisation a quelques problèmes. Et un des problèmes, c'est que se passe-t-il lorsque la croissance n'est plus là et que le temps n'est plus rémunérateur? Qui désormais peut investir? Parce que, pas l'individu, car il serait perdant, de toute façon. Aucun intérêt d'investir dans un projet long et coûteux qui risque de ne pas rapporter. C'est en cela que notre civilisation capitaliste évolue de plus en plus vers l'actionnariat court-termiste et des logiques de prédation. Le temps lent, le temps de la civilisation, a cessé d'être rémunérateur. Donc la civilisation se meurt de son individualisme et de son nouveau rapport au temps. En effet, parce que la seule instance qui peut accepter d'investir sur du long terme et même à risque ou à perte, même s'il ne gagne pas d'argent lui-même, ben c'est un pays. C'est tout. C'est là que la civilisation occidentale tue à terme la civilisation et se suicide elle-même, car les énergies sont de moins en moins bon marché et la technologie a des limites, ben celle de l'intelligence humaine, simplement. Ainsi, à terme, elle ne trouvera plus les moyens de sa fin. Si notre civilisation occidentale n'est plus que le progrès et la croissance, comme on nous le dit depuis des décennies, ben alors, à la fin de la croissance, ben c'est la fin de la civilisation. Donc, vous savez où vous êtes. Mais cette anti-civilisation a aussi un autre problème, et ce problème est un problème politique grave. Il y a un premier danger qui menace notre acquis historique récent, c'est-à-dire l'industrialisation. Il y a plusieurs facteurs à cela. C'est 1, les délocalisations, et 2, la perte du monopole du savoir-faire, qui, d'après moi, sont des premières raisons de ce problème. Mais il y en a un autre. C'est le facteur qui me semble le plus prépondérant. Ça reste pour moi le coût de l'énergie. Nous sommes une civilisation de l'énergie bon marché. Or, la raréfaction des combustibles fossiles risque probablement de faire s'effondrer nos modes de vie. Il faut comprendre, il faut se rendre compte que si jamais nous n'avons plus de pétrole,
et de charbon, eh bien c'est plus de la moitié des Français qui vont se retourner au champ. Là, ça serait une véritable contre-révolution industrielle. Alors, je ne sais pas si elle aura lieu, mais en tout cas, il y a des risques forts et probables. Mais il y a aussi une autre menace, d'après moi la plus importante aussi. Il s'agit de l'immigration de masse qui change la substance même de notre civilisation. À terme, évidemment, on ne peut pas avoir la même civilisation quand on est en majorité ou en minorité. On n'a pas la même. D'ailleurs, il suffit de penser aux chrétiens d'Irak et savoir où ils en sont pour le comprendre. Seulement, ces deux graves menaces ne peuvent pas être traitées par nos politiques. Ils sont trop insérés dans un temps politique, libéral, électoral et surtout individualiste. D'ailleurs, observons les deux partis qui pourraient s'investir dedans. D'un côté, les écologistes politiques n'envisagent pas sérieusement les problèmes de viabilité de notre modèle énergétique. Et de l'autre côté, le Front National ne parle pas assez franchement des problèmes de substitution de population, de grands remplacements. Ce n'est pas forcément de leur part une preuve de malhonnêteté, mais c'est en vérité un signe d'adaptation de ces partis au temps politique et à ces cycles courts. Il en est de même pour la transition énergétique. Si on veut, comme la remigration, la faire intelligemment, c'est sur 10 à 30 ans. Ce sont des cycles longs. On ne peut pas en parler dans un monde politique de cycles courts. Ou d'ailleurs, on a même raccourci l'élection présidentielle pour le mettre à 5 ans, et pourquoi pas à 4 ans, comme ça on ne fait que des réélections. Voilà. Pourtant, la remigration, la réflexion sur de nouvelles énergies, de substitution bon marché, c'est ça des grands projets de civilisation. Bon, la vraie question à se poser, quels moyens politiques peut-on mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs de civilisation? À mon avis, ces objectifs ne pourront être réalisés que par l'élite réelle de notre pays. Une élite assez forte et nombreuse pour imposer sa volonté. Une élite encore largement composée d'hommes anciens. Cette élite, elle existe. C'est notre peuple. C'est le peuple, c'est lui qui travaille, c'est lui qui croit, c'est lui qui espère. C'est lui encore qui est prêt à se battre, à lutter, à manifester pour son bonheur et pour son honneur. Alors, je le pense, c'est à eux qu'il faut directement donner le pouvoir, leur confier. C'est avec le peuple que nous pouvons relancer notre civilisation, instaurer des institutions basées sur la démocratie la plus directe possible, et des mandats impératifs et révocables me semblent impératifs aussi. C'est comme ça que nous éviterons les dérives de cette case de dirigeants qui ont perdu le sens même de leurs actions. C'est comme ça que nous inscrirons l'action politique dans un projet de long terme, dans un projet de civilisation. Je le répète, il faut rendre sa souveraineté au peuple. Il faut inscrire ses objectifs de civilisation dans une constitution votée par référendum et modifiable par référendum seulement. Cela veut dire aussi mettre en place un système de contrôle sur le pouvoir politique. Voilà ce que sera un véritable projet ambitieux pour notre nation, garant de notre civilisation, un pays gouverné par le peuple et pour le peuple.